Ce pont ne devrait pas exister. 343 mètres de haut, plus haut que la tour Eiffel, plus de 2 km de long, et pourtant, il flotte au-dessus des nuages comme sorti d'un rêve. Pendant 40 ans, les meilleurs ingénieurs du monde ont dit que c'était impossible. Le gouvernement français a qualifié cela de folie. Les agriculteurs locaux pensaient que cela détruirait leur vallée à jamais. Mais lorsque le viaduc de Millau a enfin ouvert en 2004, il n'a pas seulement enjambé une vallée, il a redessiné la carte de l'Europe. Voici l'histoire de la façon dont la France a réalisé l'impossible et transformé un cauchemar de circulation en l'un des plus beaux ponts du monde. Imaginez, vous conduisez de Paris à Barcelone, 8 heures d'autoroute, mais en plein milieu de la France, votre voyage se heurte à un mur. Pas littéralement, mais presque. Le Massif central, un immense plateau de roches volcaniques qui coupe la France en deux. Pendant des siècles, c'était comme une forteresse naturelle bloquant le nord du sud. Et au cœur de cette nature sauvage se trouvait la petite ville de Millau, 22 000 habitants, entourée de vallées profondes et de pics acérés. C'est là que les choses sont devenues folles. Chaque véhicule voyageant entre l'Europe du Nord et l'Espagne devait se faufiler dans les rues étroites de Millau. On parle d'une ville médiévale qui devait soudain gérer le trafic de tout un continent. Les chiffres étaient hallucinants. En été, les embouteillages s'étendaient sur 20 km. 20 km. C'est comme si les bouchons s'étiraient du centre de Manhattan jusqu'au Bronx. Les conducteurs restaient assis dans leur voiture pendant 5 heures juste pour traverser une petite ville. Mais il ne s'agissait pas seulement de touristes en colère. L'économie européenne étouffait. Les camions transportant des marchandises d'Allemagne vers l'Espagne restaient immobiles sur les autoroutes françaises. Le retard coûtait des milliards. La nourriture pourrissait. Les plannings de livraison s'effondraient. Toute la route commerciale du Sud était paralysée. Les habitants ne pouvaient en plus sortir de chez eux. L'air était saturé de gaz d'échappement. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les commerçants voyaient défiler sans fin des files de conducteurs frustrés devant leurs vitrines. Il fallait que quelque chose change. Mais que faire lorsque c'est la géographie elle-même qui pose problème? En 1987, un ingénieur français nommé Michel Virlogeux a eu une idée radicale. Au lieu de contourner la vallée, pourquoi ne pas la traverser directement? Construire un pont. Mais pas n'importe quel pont, le plus haut pont du monde. Lorsque Virlogeux a proposé cela pour la première fois, les gens ont cru qu'il avait perdu la tête. La vallée du Tarn faisait 270 mètres de profondeur, plus large que le détroit du Golden Gate, avec des vents capables de faire tomber des avions du ciel. Le gouvernement français était sceptique. Vous voulez qu'on dépense combien pour quoi? Mais Virlogeux avait fait les calculs. Une traversée directe réduirait le trajet de 60 km, transformant un cauchemar de 5 heures en un trajet de 10 minutes. Les retombées économiques seraient énormes. Mais il restait un tout petit problème. Personne n'avait jamais construit quoi que ce soit de semblable auparavant. C'est alors qu'ils ont fait appel aux poids lourds. Une compétition internationale, les plus grands architectes et ingénieurs du monde en lice pour concevoir le pont impossible. 142 équipes se sont inscrites, mais une proposition s'est immédiatement démarquée. Lord Norman Foster, l'homme qui a conçu l'Apple Park, le Millennium Bridge à Londres et l'immense aéroport de Pékin. Sa vision ne se limitait pas à l'ingénierie, c'était aussi une question d'art. Foster a contemplé cette vallée sauvage et magnifique et a fait une promesse. Ce pont ne détruira pas le paysage, il en fera partie. Son projet était à couper le souffle. 7 pylônes en béton, chacun plus haut qu'un gratte-ciel de 90 étages, un tablier qui disparaîtrait littéralement dans les nuages. Mais voici la partie la plus folle. Foster a insisté pour que le pont soit presque invisible. Alors que d'autres équipes proposaient des structures audacieuses et spectaculaires, Foster voulait quelque chose qui se fondrait dans le ciel lui-même, un pont si élégant, si parfaitement proportionné, que les conducteurs auraient l'impression de voler. Le gouvernement français a dit oui. La construction commencerait en 2001. 3 ans pour réaliser l'impossible. Le 14 décembre 2001, le premier béton est coulé. Ce qui s'est passé ensuite fut l'un des projets de pont les plus ambitieux techniquement de l'histoire de l'humanité. Commençons par l'échelle. Chaque tour, appelée pile, mesurait 343 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est plus haut que le Chrysler Building, plus haut que la tour Eiffel. 7 tours au total. Chacune devait être positionnée avec une précision au millimètre près sur 2,5 km de terrain accidenté. Mais c'est là que ça devient vraiment fou. Le tablier du pont, la partie sur laquelle les voitures roulent réellement, n'a pas été construit au sommet des tours. Il a été construit séparément, puis glissé en place grâce à une technique appelée le lancement par encorbellement. Imaginez construire une route en acier de 2,5 km, puis la faire glisser soigneusement au-dessus de 7 gratte-ciel, comme enfiler une aiguille pendant que des vents de 210 km à l'heure hurlent dans la vallée. L'équipe d'ingénierie a dû résoudre des problèmes que personne n'avait jamais rencontrés auparavant. Problème numéro 1, le vent.
La vallée du Tarn agit comme un tunnel à vent naturel. Les rafales peuvent atteindre 200 km/h, assez pour renverser des camions ou déchirer un tablier de pont. La solution de Foster était brillante. Au lieu de lutter contre le vent, il a conçu le pont pour qu'il danse avec lui. Le tablier a été rendu incroyablement léger, seulement 4200 tonnes par kilomètre. C'est la moitié du poids d'un pont autoroutier classique. Des carénages spéciaux ont été ajoutés en dessous pour permettre au vent de s'écouler en douceur autour de la structure. Mais le véritable génie résidait dans les câbles. Il s'agit d'un pont à haubans, ce qui signifie que le tablier est suspendu à des câbles en acier reliés directement aux pylônes, 154 câbles au total, chacun étant précisément tendu pour équilibrer d'énormes forces. Les câbles n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient magnifiques. Foster les a disposés en éventail, ce qui rappelle les nervures d'une aile gigantesque. Problème numéro 2, la précision. Les deux moitiés du pont étaient construites simultanément depuis les côtés opposés de la vallée. Ils devaient se rencontrer au milieu, avec une précision parfaite. Nous parlons de deux équipes de construction distinctes, travaillant à 2,5 km l'une de l'autre, construisant l'une en direction de l'autre à travers une vallée de 270 mètres de profondeur. S'ils s'écartaient de quelques centimètres, l'ensemble du projet échouerait. La solution ? La technologie GPS est si précise qu'elle peut mesurer les mouvements au millimètre près. Chaque jour, les satellites suivaient la position exacte des deux moitiés du pont alors qu'elles s'étendaient lentement à travers la vallée. Problème numéro 3, le choix impossible de la couleur. Cela peut sembler anodin, mais ça ne l'était pas. Le pont serait visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. La mauvaise couleur pourrait détruire à jamais la beauté naturelle de la vallée. Foster a testé des dizaines d'options. Un blanc éclatant serait trop tranchant face au paysage verdoyant. Un grisacier risquait de paraître industriel et froid. Des tons terreux pourraient le faire se fondre dans le sol de la vallée. Le choix final fut un coup de génie, un gris pâle et doux qui se fondrait dans le ciel lui-même. Par temps clair, le pont semble flotter sur des supports invisibles. Les matins de brouillard, il disparaît complètement dans les nuages. Le 28 mai 2004, après 3 ans de construction, le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé. Les deux moitiés du pont n'étaient plus séparées que de quelques mètres. 3 ans de travail. 500 millions d'euros. La réputation de l'ingénierie française. Tout se jouait à cet instant précis. Allait-il s'aligner? Les équipes de construction des deux côtés retenaient leur souffle. Norman Foster observait depuis le fond de la vallée à l'aide de jumelles. Michel Virlogeux se tenait sur le tablier partiellement achevé, calculant dans sa tête la vitesse du vent et la dilatation thermique. La dernière pièce du tablier en acier fut descendue en place par une grue. Alignement parfait, même pas 1 mètre d'écart. Parfait. Les acclamations résonnèrent à travers la vallée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les habitants qui s'étaient opposés au pont pendant des années ont gravi les collines autour de Millau pour avoir leur première vue complète de l'ouvrage achevé. Ce qu'ils ont vu a tout changé. Ce n'était pas le monstre industriel qu'ils redoutaient. C'était de l'art, un pont si élégant, si parfaitement proportionné à son environnement qu'on aurait dit qu'il avait toujours été là. Foster avait tenu sa promesse. Le pont n'a pas détruit le paysage. Il l'a complété. 16 décembre 2004, jour d'ouverture. Les premières voitures ont traversé le viaduc de Millau au lever du soleil. Les conducteurs qui avaient enduré des décennies d'embouteillage se sont soudain retrouvés à survoler la vallée à 270 mètres de hauteur dans un silence total. Le cauchemar de 5 heures est devenu un voyage de 10 minutes à travers les nuages. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de détruire le tourisme dans la région de Millau, le pont l'a créé. Soudain, des gens parcouraient des centaines de kilomètres, rien que pour vivre l'expérience de traverser le plus haut pont du monde. Des hôtels ont ouvert, des restaurants se sont agrandis, des bus touristiques arrivèrent par douzaines. La région qui craignait une dévastation économique a connu un essor économique. En 3 ans, le pont s'était entièrement remboursé grâce au péage et à l'augmentation des recettes touristiques. L'impact environnemental a été tout aussi spectaculaire. En réduisant de 60 km la route Paris-Barcelone, le pont élimine 40 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année. Multipliez cela par des millions de véhicules et vous obtenez l'un des projets climatiques les plus efficaces d'Europe. Mais la véritable transformation a été psychologique. Pour la première fois de l'histoire, le Massif central n'était plus un obstacle à endurer. C'était une destination à célébrer. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le viaduc de Millau demeure la preuve de ce qui se produit lorsque des ingénieurs et des architectes unissent leurs forces pour résoudre des problèmes impossibles. C'est un chef-d'œuvre de design qui prouve qu'une infrastructure peut être à la fois fonctionnelle et belle. Le projet a inspiré une nouvelle génération de mégaponts à travers le monde. Les techniques développées pour Millau ont été utilisées pour construire d'immenses travées en Chine, en Turquie et au Chili.
Mais plus encore, cela a changé notre façon de penser l'impact humain sur les paysages naturels. Norman Foster a prouvé qu'une infrastructure massive n'a pas forcément à défigurer l'environnement. Avec suffisamment de créativité et d'attention, elle peut en réalité l'embellir. Les agriculteurs locaux, qui protestaient autrefois contre la construction, exploitent désormais des plateformes d'observation et des boutiques de souvenirs. Les enfants qui ne pouvaient pas jouer dehors à cause des embouteillages vendent désormais des cartes postales du pont aux touristes. Le projet qui menaçait de détruire une communauté a fini par la sauver. Le viaduc de Millau est bien plus que du béton et de l'acier. C'est la preuve que la bonne combinaison de vision, d'ingénierie et d'art peut résoudre des problèmes qui semblaient impossibles pendant des générations. S'élevant à 343 mètres au-dessus de la vallée du Tarn, touchant presque les nuages, le viaduc de Millau pose une question simple. Si nous pouvons construire quelque chose d'aussi impossible, d'aussi beau, qu'est-ce que nous pourrions accomplir d'autre? Le pont qui a changé l'Europe à jamais continue de transformer notre façon de rêver l'avenir. En parlant de réécrire la géographie elle-même, la Chine vient de construire quelque chose qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Un immense ascenseur qui soulève des cargos entiers à 125 mètres de haut pour franchir une chaîne de montagnes. L'ascenseur à bateau des Trois Gorges déplace des navires aussi grands que des immeubles de bureaux dans les airs comme s'il s'agissait de jouets. C'est l'équivalent, en ingénierie, d'apprendre à des baleines à voler. Cliquez ici pour découvrir comment la Chine a résolu un problème qui a déconcerté les ingénieurs pendant 2000 ans.